52%. Une marge d'erreur ridicule. Il n'a fallu que ça pour déclencher l'expérience géopolitique la plus massive et destructrice de notre époque. Il y a 10 ans, le Royaume-Uni a claqué la porte de l'Union européenne avec fracas. On promettait aux citoyens la Lune, des centaines de millions de livres d'économie et le retour au statut de grand empire indépendant. Mais que diriez-vous si je vous annonçais qu'aujourd'hui, le pays qui dominait jadis la moitié du globe subit la pire gueule de bois nationale de son histoire? Comment un plan censé libérer Londres du diktat bruxellois a-t-il pu virer au gouffre financier absolu? Pourquoi la majorité écrasante des Britanniques veut-elle aujourd'hui désespérément faire machine arrière et réintégrer l'UE? Comment ce fameux Brexit, adulé par les élites, s'est-il craché en plein vol, passant d'un triomphe historique à un immense piège économique qu'ils ont eux-mêmes fabriqué? Et que veut vraiment ce peuple, qui vient de réaliser qu'on lui a refourgué un aller simple pour nulle part? Dans cet épisode, on va disséquer l'anatomie de la plus grande arnaque politique du XXIe siècle. Préparez votre thé, installez-vous confortablement, on y va. Tout le concept du Brexit reposait sur 3 griefs majeurs. Le Royaume-Uni ne contrôle plus ses propres lois, il ne gère plus son immigration, et son adhésion à l'UE lui coûte un bras. Les pro-Brexit promettaient de tout régler d'un coup de cuillère à peau. Il suffisait de reprendre le contrôle. Mais pour piger pourquoi ce slogan a fait mouche, il faut remonter aux origines même de la relation entre Londres et l'Europe unifiée. La Seconde Guerre mondiale s'achève, l'Europe est en cendres. Une idée de génie émerge. Fusionner les ennemis jurés dans un bloc économique unique pour empêcher tout nouveau carnage. Sauf qu'un pays voulait bien fréquenter l'Europe, mais surtout pas se marier avec. Et on peut comprendre leur arrogance. À l'époque, Londres reste la capitale d'un empire gigantesque. Les élites britanniques planent encore sur leur nuage impérialiste. Pour eux, c'était incompréhension totale. Pourquoi arrimer notre économie à des voisins complètement rasés par la guerre? Sauf que 10 ans plus tard, la réalité rattrape Londres et la frappe de plein fouet. Et oui, pendant que les Britanniques se gargarisaient de leur gloire passée, l'Europe construisait son avenir en mode turbo. Regardez juste ce graphique. Il montre la croissance molle du Royaume-Uni entre 1950 et 1973, face au décollage fulgurant des autres pays européens. Dopé aux milliards de dollars américains du plan Marshall, le marché européen a tout simplement explosé. C'est là que Londres, ravalant sa fierté, va frapper à la porte du club européen. Bon les gars, laissez-nous entrer. Mais l'Europe leur claque froidement la porte au nez. Et par 2 fois s'il vous plaît. Mesurez un peu l'ironie historique de la situation. Quand on les suppliait d'entrer, ils snobaient tout le monde. Quand ils sont venus ramper, on leur a montré la sortie. C'est la métaphore parfaite de 50 ans de relations toxiques. Ce n'est qu'en 1973, après le départ du président français De Gaulle, que le Royaume-Uni a enfin été admis du bout des lèvres dans la famille européenne. Et devinez ce qu'a fait Londres quand cette porte grinçante s'est enfin ouverte. Vous n'allez pas le croire. La première chose qu'ils ont faite, c'est d'hésiter. Moins de 2 ans plus tard, le pays annonce un référendum pour se tirer. Oui, vous avez bien entendu, on est en 1975, ils viennent à peine de poser leurs valises et ils veulent déjà faire leur carton. La faute à un calcul mathématique qui fait mal. Les Britanniques ont soudain capté qu'ils balançaient des sommes astronomiques dans la cagnotte européenne pour ne récupérer que des clopinettes. C'est là qu'entre en scène la Dame de Fer, Margaret Thatcher. En 1984, elle tape littéralement du poing sur la table pour récupérer son cash. Et elle obtient l'impensable. L'Europe puis et lui accorde un rabais budgétaire permanent, remboursant à Londres 66% de la différence entre ses contributions et ses retours. Le Royaume-Uni reste dans le club, mais négocie cyniquement un statut VIP. Sauf que dans les années 90, les règles du jeu changent radicalement. L'Europe décide que se limiter au business, c'est trop petit joueur. On signe le traité de Maastricht et le mot « économique » disparaît discrètement en douce du nom de la communauté. Bienvenue dans l'Union européenne. Bruxelles veut désormais avoir la main sur tout. La politique étrangère, la sécurité et même le calibre et la courbure exacte des bananes en supermarché. Et même si Londres a signé ses papiers en serrant les dents, ils ont encore réussi à gratter des conditions exceptionnelles, presque insolentes. Le Royaume-Uni est devenu l'hybride le plus bizarre de l'UE. Ils étaient confortablement installés dans un gigantesque marché unique, mais ont catégoriquement refusé de passer à l'euro. Ils ont ignoré l'espace Schengen, gardé leur réduction et réclamé en permanence des passe-droits. Les élites jubilaient. Ce petit acte du système semblait parfait, mais l'illusion n'a pas duré. En 2004, l'Europe ouvre grand ses portes à 10 nouveaux États d'un coup. La Pologne, la République tchèque, la Hongrie, les pays baltes.
Et c'est exactement là que Londres commet l'erreur fatale qu'elle essaiera de patcher des années plus tard avec le Brexit. Selon les règles de l'UE, les anciens membres avaient le droit de verrouiller temporairement leur marché du travail face à ses nouveaux voisins. L'Allemagne et la France l'ont fait sans la moindre hésitation. Désolé, on garde nos jobs pour nous. Mais le Royaume-Uni a voulu jouer la carte de l'ouverture. Pourquoi? Parce que les analystes du gouvernement, le nez plongé dans leur tableur, ont sorti une prévision hyper rassurante. Pas de panique, on aura tout au plus 13 à 15 000 arrivées par an. Vous savez à quel point ils se sont plantés? Sur la décennie suivante, 1,5 million de personnes ont franchi la frontière britannique. Et la voilà, notre troisième bombe à retardement, la migration. Un beau matin, des millions de Britanniques se sont réveillés avec l'effrayante certitude d'avoir perdu, de manière totale et irréversible, le contrôle de leurs propres frontières. Le nouveau Premier ministre, David Cameron, s'est retrouvé coincé dans une impasse politique absolue. Il avait juré publiquement de réduire l'immigration à 100 000 personnes par an. Sauf qu'avec les frontières ouvertes de l'UE, c'était physiquement impossible. Surfant sur cette énorme vague de frustration, l'UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, commence à prendre un poids monstrueux. Ils exigeaient agressivement la sortie de l'UE et siphonnaient sans pitié l'électorat des conservateurs au pouvoir. L'ampleur du crash imminent est devenue évidente un peu plus tard quand l'UKIP a raflé la première place aux élections européennes de 2014. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, une élection nationale n'était remportée ni par les conservateurs ni par les travaillistes. Mais dès 2013, sentant le sol se dérober sous ses pieds, Cameron tente un coup de poker pour ne pas perdre ses électeurs. Il monte à la tribune et pose un ultimatum cinglant à l'Europe. Le Royaume-Uni a rejoint ce club pour faire du commerce, pas pour fusionner dans une superpuissance européenne. Arrêtez de nous imposer vos lois, de court-circuiter notre Parlement et de cramer notre argent. Mais vous connaissez l'ironie ultime, totalement paradoxale de ce discours historique? Cameron lui-même était farouchement opposé à la sortie de l'UE. Toutes ces belles punchlines n'étaient pour lui qu'un bluff politique de génie. Il a jeté un os à ronger à ses électeurs en promettant un référendum. Tout ça pour sécuriser sa réélection. Il était persuadé que le Parlement finirait à nouveau bloqué, qu'il devrait bricoler une coalition, et que cette promesse toxique serait facilement enterrée lors des magouilles en coulisses. Mais il s'est royalement planté. L'idée d'un référendum a tellement hypé l'opinion publique que les conservateurs ont décroché la majorité absolue. Cette victoire surprise a refermé le piège sur lui. Le Premier ministre n'avait plus aucune marge de manœuvre. Il allait devoir tenir sa propre promesse. Et c'est là que ça devient croustillant. Le pays se fracture en deux, le camp du Leave et le camp du Remain. Selon tous les pronostics initiaux, les pro-européens devaient écraser la concurrence. Comment ont-ils fait pour se planter avec autant de panache? C'est simple. Le camp du Remain est venu à une fusillade armée d'une calculatrice. Ils ont débité des discours barbants sur la chute du PIB, balancé des datas complexes et invité des experts soporifiques. En gros, leur campagne se résumait à « on ne touche à rien, sinon ça va être pire ». Mais les gens avaient désespérément soif de changement. Et ce changement, on le leur a packagé comme des pros. Les partisans du Brexit ont bazardé la logique pour taper direct dans l'émotionnel. Ils ont dégainé un slogan en or massif qui cochait toutes les cases. Reprenons le contrôle. Take back control. Marre des lois étrangères? Reprenons le contrôle. Notre fric fout le camp? Reprenons le contrôle. Des vagues de migrants? Reprenons le contrôle. Ils ont joué brutalement et sans la moindre règle. Le fameux bus rouge a sillonné tout le pays avec ce message. Nous donnons 350 millions de livres par semaine à l'UE, finançons plutôt nos hôpitaux. Le chiffre était complètement bidon, mais il s'est gravé à vie dans le cerveau des électeurs. La nuit du 23 au 24 juin 2016 est entrée dans l'histoire comme le thriller politique le plus sous tension jamais diffusé en direct. À la City de Londres, les banquiers sabraient déjà le champagne. Les marchés, les bookmakers et les sondages sortis des urnes étaient sûrs à 100% que le pays resterait. Puis, minuit a sonné. Et les écrans ont commencé à recracher les datas des villes industrielles rouillées et oubliées du Nord. Sunderland, Newcastle. Les chiffres qui en sont sortis ont fait s'étouffer les analystes londoniens avec leur café. Ce n'était pas un simple vote, c'était une émeute aveugle et furieuse de la classe ouvrière que les élites de la capitale snobaient avec arrogance depuis des décennies. Le pays s'est littéralement déchiré en deux. La jeunesse a voté en masse pour l'Europe, tandis que la génération des plus de 60 ans a froidement coché la case du départ, scellant de fait l'avenir de leurs propres petits-enfants. La participation explose tous les compteurs et les pro-Brexit raflent la mise avec 52%. Dès le lendemain matin, sous un ciel gris londonien,
un David Cameron livide se pointe devant la presse et annonce sa démission. Ce coup de poker politique, conçu comme un vulgaire coup de bluff, a viré à la catastrophe nationale. Le Royaume-Uni s'est réveillé sur une autre planète. Mais ce n'était que l'échauffement. Le pays venait de lancer la plus grande refonte politique de ces dernières décennies, sans même avoir l'ombre d'un tuto sous la main. Il n'y avait tout simplement aucune notice expliquant comment séparer chirurgicalement l'une des économies les plus puissantes du monde du reste du continent. Personne dans l'histoire n'avait jamais eu à démêler un tel sac de nœuds. Comment les camions vont-ils circuler maintenant? On fait quoi avec les visas? Comment la douane est-elle censée fonctionner? On a refilé ce bourbier à Theresa May, une politicienne qui, ironiquement, avait elle-même voté contre le Brexit. À ce stade, la politique britannique a viré à la sitcom absurde. À Londres, on espérait naïvement que l'Europe prendrait peur et lâcherait vite du lest. Mais Bruxelles avait un calcul froid et implacable. Si on laisse le Royaume-Uni partir avec un deal en or, demain matin, les autres feront la queue à la sortie. L'Europe s'est donc barricadée en mode forteresse, zéro compromis. Et très vite, ils se sont heurtés à un autre bug monumental. Son nom, l'Irlande du Nord. C'est le seul endroit où le Royaume a une frontière terrestre avec l'UE. Et c'était un puzzle littéralement impossible à résoudre. Jugez par vous-même. Si vous plantez une vraie frontière avec des contrôles et des barbelés, vous risquez de rallumer la guerre civile sanglante qui vient à peine de s'éteindre. Si vous tracez la frontière en pleine mer, isolant l'Irlande du reste de la Grande-Bretagne, vous lancez de vos propres mains l'éclatement du Royaume-Uni. Et si vous laissez tout en l'état sans mettre aucune frontière, eh bien concrètement, le Brexit n'a jamais eu lieu. Pendant 3 ans, Theresa May s'est fracassé le crâne contre ce mur, cherchant désespérément un terrain d'entente. Au final, elle encaisse la pire raclée parlementaire de toute l'histoire britannique. Et, ravalant ses larmes devant les caméras, quitte la scène politique pour de bon. Après 3 ans de négociations lentes et torturantes, le pays a décidé de remplacer le chirurgien épuisé par un mec armé d'une masse de démolition, Boris Johnson. L'homme qui, depuis le premier jour, militait pour un Brexit hardcore et sans concession. Pour trancher le nœud irlandais, Johnson a fait ce que personne n'avait osé faire. Il a froidement tracé une frontière douanière en pleine mer, amputant de facto l'Irlande du Nord du reste du pays. S'il a réussi à faire passer ce plan radical en force, ce n'est pas parce que c'était un coup de génie. C'est simplement parce qu'après 3 ans de paranoïa politique, le pays était tellement à bout de nerfs que les gens hurlaient littéralement « Faites n'importe quoi, mais qu'on en finisse ». Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a officiellement cessé d'être membre de l'UE. Les partisans de la ligne dure ont gagné, actant la rupture la plus brutale et douloureuse imaginable. Plus de 5 ans se sont écoulés depuis ce jour. La poussière est retombée, les esprits se sont calmés. C'est le moment idéal pour fouiller dans la comptabilité. Faisons les comptes et voyons ce qu'il reste concrètement de ces 3 fameux problèmes pour lesquels les Britanniques ont dynamité leur propre monde. Alors voilà, le Royaume-Uni s'est libéré. Il a brisé ses chaînes. Il a repris le contrôle. Ça claque, non? Mais regardons un peu comment ce conte de fées politique s'est violemment craché sur le mur de la macroéconomie. Problème numéro 1. L'indépendance. Ils voulaient écrire leur propre loi. Sur le papier, c'est vrai, Bruxelles n'est plus leur boss. Mais voici le violent retour à la réalité. L'Europe reste leur partenaire commercial numéro 1. Jetez un œil à ce graphique. Près de la moitié de l'ensemble de leurs exports et imports dépendent de l'Union européenne. Et pour y refourguer le moindre boulon ou morceau de cheddar, les usines britanniques doivent toujours se plier aux standards européens. La différence, c'est qu'avant, Londres était assise à la table des boss et dictait ses règles. Aujourd'hui, ce ne sont que de simples spectateurs qui exécutent docilement ce que les autres ont décidé. Sans oublier le niveau d'absurdité absolu avec l'Irlande du Nord. Pour éviter une nouvelle guerre sur l'île, Londres a dû installer une frontière douanière en plein milieu de son propre territoire. Imaginez le délire, les marchandises partent d'Angleterre pour aller à Belfast et elles se font fouiller à la frontière comme si elles entraient dans un pays étranger. Problème numéro 2, l'économie. L'argument massu du Brexit, c'était « on arrête de nourrir l'Europe et on va vivre comme des rois ». Bilan des courses, ils ont certes arrêté de payer leur abonnement au club, mais l'argent magique n'a pas popé de nulle part. Regardez juste ce graphique. Pas de montage financier obscur ni de théorie fumeuse, juste une ligne claire, nette, qui trace la croissance des plus grandes puissances mondiales. Avant le référendum, le Royaume-Uni faisait la course en tête avec les autres. Juste après, cette ligne se brise sans pitié, plonge vers le bas et se mange un retard de 6% par rapport à ses voisins.
Mais l'ironie la plus cruelle concerne le troisième problème, la migration. C'était la carte maîtresse du camp du départ. 1 an avant le référendum, 250 000 personnes étaient arrivées dans le pays. Les Britanniques hurlaient « C'est une catastrophe, on étouffe !» Vous connaissez les chiffres d'aujourd'hui ? 900 000 arrivées par an, presque 1 million. Comment c'est possible ? La loi fondamentale du marché. Les Européens, ces fameux maçons, infirmières et chauffeurs routiers, ont fait leurs valises et se sont barrés. Sauf qu'il faut bien que quelqu'un fasse le taf. Le pays a quitté l'UE juste avant le crash de la pandémie, et les hôpitaux asphyxiés par manque de bras. En pleine panique, les autorités ont commencé à distribuer des visas à la chaîne aux citoyens d'Inde, du Nigeria, du Pakistan et des Philippines. Les universités, amputées de leurs subventions européennes, ont grand ouvert leurs portes aux étudiants du monde entier, qui ont ramené des familles entières avec eux. 10 ans plus tard, le constat est hallucinant. Le pays a traversé l'enfer politique, usé plusieurs premiers ministres, cramé des milliards, pour finalement revenir exactement à la case départ, celle qu'il tentait de fuir. On peut le dire cash, le Brexit n'a résolu pas un seul problème. Pas étonnant qu'aujourd'hui, 58% des Britanniques qualifient ouvertement tout ça d'erreur historique. Organisez un référendum demain matin et 62% voteraient pour retourner dans l'UE. L'histoire britannique fonctionne toujours comme un pendule. Un balancier impitoyable et pragmatique entre l'ego impérial et le calcul économique pur et dur. Et vu la facture, leur fierté nationale leur a coûté beaucoup trop cher. Le balancier est reparti dans l'autre sens. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le Royaume-Uni aura-t-il le cran de faire machine arrière et de réintégrer l'Union européenne ? Lâchez votre avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains épisodes.